we create a new people. And instead of being refugees, to be fighters. This is very important. We were refugees, homeless. We became now fighters, freedom fighters. And next stage, you will see. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 32. Cette semaine, émission épuration, meurtre et désespoir. On a rôdé et erré, on a suivi des traces de pas jusqu'au sable étincelant des déserts de diamants. Et tout autour de nous, une voix se faisait entre ce pays. Ce pays a été fait pour toi et pour moi. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc vous l'aurez peut-être compris via cette citation maldite d'une francisation aléatoire d'une chanson de Woody Guthrie, donc This Land is Your Land. Donc nous parlerons ce soir du long métrage documentaire No Other Land réalisé par Bassel Adra, Hamdan Balal, Yuval Abraham et Rachel Zor. Et ensuite, nous parlerons d'une ressortie en DVD Blu-ray chez Sidonis Calista de la résidence, la Residencia, de Narcisco Ibáñez Serrador. Et pour parler de ce joyeux programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche. Il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le Dr Erwan. Bonsoir Docteur. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, il y a Margot. Bonsoir Margot. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors les agendas locaux pour commencer, bien nous vous rappelons que dimanche dernier était la dernière séance en date des films du dimanche soir, donc c'était Shaun of the Dead de Edgar Wright. On a bien rigolé, n'est-ce pas docteur? Oui, c'était très bien. C'était très chouette à revoir. Très sympa à revoir. Mais donc les choses sérieuses là au mois de juin, ça va vraiment partir parce que nous avons la joie et le plaisir de vous proposer rien de moins que le meilleur film de tous les temps. Donc le 8 juin prochain à 20h, ce sera Les Aventuriers de l'Arche perdue de Steven Spielberg qui seront suivis donc en septembre et en octobre des deux autres de la trilogie. J'ai très hâte de les revoir en salle. J'ai jamais vu... Enfin si, j'ai vu 2 fois je crois. C'est la dernière croisade que j'ai jamais vue en salle. J'ai vu les 3 en salle au moins une fois. Je pense que les 2 autres j'ai dû les voir, mais la dernière croisade je pense que c'est le seul que j'ai pas vu. J'ai très hâte parce que là ça fait à peu près un petit mois que j'ai envie de revoir Indiana Jones comme ça m'arrive de temps en temps, ça me prend et j'ai très hâte de revoir ça en salle. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Et puis ça nous vengera des Indiana Jones tout mous de ces dernières années. Exactement. On avait fait une émission il y a quelques années, une émission spéciale je crois Thibaut, oui, tous les deux exactement sur Indiana Jones, j'ai jamais parlé pendant 45 minutes à peu près. Il y a de quoi dire sur Indiana Jones. Il y a beaucoup de choses à dire, on a même quasiment parlé que du premier tellement il y avait de trucs à raconter. Bah ouais. Parce que c'est formidable. C'est trop bien. Donc bref, vous reviendrez nombreuses et nombreuses pour voir ou revoir Indiana Jones et les Aventures de l'Arche perdue, ce chef-d'œuvre absolu. Sinon, donc toujours dans le local, à partir de demain et jusqu'à la fin de la semaine, c'est le Festival national du film d'animation, donc entre autres à l'Arvor, je crois peut-être aussi d'essence au TNP. Oui, exactement. Oui. Donc voilà, pour avoir plein de trucs d'animation. Je vais pas trop chauffer le programme, mais il y aura pour les petits et pour les grands. Pour les petits, a priori, c'est très bien. Mon fils y était ce matin. Ah, bon. Donc, il a testé. C'est validé par le plus cinéphile d'entre nous. Voilà. En tout cas, le plus cinéphile de la famille Fleuret. Oui. Sinon, ce jeudi à l'Arvor, c'est le rendez-vous de Claire Obscure avec Chungking Express de Wong Kar-wai. Présenté par moi-même. Présenté par vous-même, voilà, mon cher exactement. docteur. Ah bah en plus, ça fait quand même une double raison de venir. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas nous raconter sur Wong Kar-wai? Il faudra venir voir le film pour le savoir. Ah là là, et quel sens de la promotion. Voilà. Est-ce que vous pourrez nous dire pourquoi est-ce que ce gros branleur n'a rien sorti depuis Grandmaster en 2013?
Parce que je pense que ça va pas être si facile que ça pour lui Alors de travailler avec la Chine et tout ça. Ça va pas être si simple que ça. Alors qu'en plus, apparemment, il a tourné un truc qui devait être un film, puis après une série, puis on sait pas, peut-être un film, puis après une série, puis du coup, il est encore en montage depuis 4 ans. Ouais, après, bon, voilà, je pense qu'il a son rythme. Oui, puis je pense qu'il a quelque part, il a largement contribué, voilà, à la renaissance du cinéma à la naissance plutôt même du cinéma d'auteur hongkongais. Donc je pense qu'il serait tout à fait en droit d'aller se reposer, que moi je lui en voudrais pas. Oui, après, s'il sort un film et si c'est du même tonneau que The Grandmaster que moi j'avais trouvé très bien. Ah bah oui, c'était alors, je suis prêt à attendre 10 ans pour voir sa nouvelle création. En voyant The Grandmaster, moi je m'étais dit que ce garçon devrait faire une adaptation de Corto Maltese. Il y avait tellement des images qui ressemblaient aux planches d'Hugo Pratt. D'ailleurs, à propos de Hong Kong, il est dans un tout autre style, mais Johnny To repart en tournage. Ah oui. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tourné. Ça fait un bon moment qu'il n'a pas tourné. Il a donné quelques interviews récentes où il parlait justement de fait que c'est compliqué de faire des films à Hong Kong pour lui. J'imagine. Apparemment, il repart en tournage pour un polar avec Tony Leung. Quelle surprise. Avec Tony Leung. Oh, quelle surprise. Ah, là, chouette alors, on a hâte de voir ça. Sinon, alors, sortie nationale demain, on vous rappelle, on est toujours dans le tunnel pré-Cannes, donc c'est pas fou. Il y a une comédie française, une comédie romantique française qui s'appelle L'amour, c'est surcoté avec Laura Felpin et Hakim Djemili. Voilà. Pareil qu'il y a des bons retours, d'après ce que j'ai Oui, c'est plutôt sympathique, mignon quoi. Autre genre, mais autre comédie française, Des jours meilleurs avec Michel Larocque, Valérie Bonneton et Clovis Cornillac. Où en fait c'est une bande de femmes qui sont toutes alcooliques et pour ça ils les envoient voir Clovis Cornillac, normal, qui leur décide de leur faire genre le 4L Trophy ou un truc dans le genre. D'accord. Oui. Ah bah, en général, Michel Larocque, c'est vraiment un bon indicateur de ce que tu vas voir. C'est soit des comédies avec des vieux... Ça sort le dimanche soir sur TF1, ça. Ah, ça exactement, ça c'est absolument sa place. Alors, sinon il y a Mexico 86 avec Bérénice Bejo qui joue donc une Mexicaine visiblement. Voilà, un genre de film un peu intimiste, Mexico 86. D'accord. Il y a le clan des... Bérénice Bejo. Bérénice Bejo. Il y a le clan des bêtes dont nous reparlerons dans la prochaine émission normalement, donc film irlandais avec Barry Keoghan et des fermiers qui se tirent la bourre parce que les gens sont pas contents, un truc de famille. Ça ressemble un peu, de loin, ça a l'air d'être une espèce de version irlandaise de ça, je pensais à ça, oui. Exactement, donc intrigué en tout cas. Une histoire de voisinage qui se passe pas bien à la campagne. Alors sinon il y a un film d'animation chinois qui sort demain, Neza numéro 2, qui n'est autre que le plus gros carton de toute l'histoire du cinéma chinois, qui a ramassé 1,7 milliard de recettes, qui est rentré dans le top 10 des plus gros succès de toute l'histoire du cinéma. Et donc le film sort en salle alors que le premier, qui date de 2019, n'est jamais sorti en France. Mais là, clairement, il y a un énorme carton. C'est un film pour enfants. Oui. Ouais, donc. Oui, mais quand même, 1,7 milliard, c'est beaucoup. Ouais. Oui, c'est beaucoup. Juste en Chine. Hein. Juste en Chine. Oui, ouais. C'est... Voilà. Oui, c'est pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, ça sort demain, si vous voulez le voir, mais d'abord peut-être rattraper le 2. Je sais pas s'il faut comprendre, mais voilà. Et sinon, ressorti donc pour les 20 ans du film Star Wars épisode 3, La Revanche des Sith, parce que donc le film était sorti il y a 20 ans dans le monde. Mais ils n'ont pas fait de ressortie pour les deux premiers. L'attaque des clones, si, ça j'en suis sûr. La menace fantôme, si, j'en suis sûr. Et l'attaque des clones, je sais pas. Il faudrait vérifier le calendrier des sorties de mai 2022, s'ils ont fait pour les 20 ans. Mais voilà. Non, ce sera sans moi. Et pour vous, comme là, en plus, je sais que vous êtes bien attristé par la mort hier du pape François. Oui. Mais qu'on aimait tous. Qu'on aimait tous, bien sûr. Respect. Voilà, respect François. Un bon vrai pape contre l'avortement, contre l'homosexualité, classique quoi. Et mais il faut séparer l'homme d'artiste. Mais donc, quand même, pour que vous puissiez continuer à faire acte de contrition, vous pourrez aller voir à partir de mercredi Bernadette de Lourdes, le spectacle au cinéma. Et il y a aussi le film avec les bonnes sœurs, avec Marie-Lou Berry. Il est sorti la semaine dernière, ça. Voilà, si vous êtes motivé par un plan... par un plan catho. Voilà, si vous avez envie de vivre à la fois votre deuil et d'être cinéphile... Voilà, vous avez deux films chrétiens. La cathosploitation, en plus, on a parlé. En plus, la semaine prochaine, il y a une autre comédie sur des riches cathos qui sort avec Pascal Desmolons. Là, c'est gros retour de hype. J'allais dire de nos amis catholiques. Non, c'est pas nos amis, mais c'est... Oui. Voilà. Okay. Étonnamment, les protestants font moins de films. Hein. Ouais.
C'est parce qu'ils possèdent pas Hollywood, c'est pour ça. Mais les catholiques non plus. Si. En fait, c'est eux. Ah. En fait, c'est eux. Depuis le début, c'est eux, en fait. D'accord. Donc, South Park nous aurait menti. Mel Gibson. Les évangélistes. Voilà, les évangélistes. Oui, puis les protestants, ils ont déjà 7 à la maison, comme série. Ah oui, c'est vrai. Oui, il y a ce qu'il faut. Et puis les personnages de... Puis les protestants, au moins, c'est comme les catholiques, leurs pasteurs aussi, ils sont pédophiles. Comme le mec qui jouait le père, justement, dans 7 à la maison. Ah, charmant. Oui. Voilà. Stephen Collins, il avait été arrêté pour plusieurs... Bon, par contre, je pense pas que on m'a susurré un reboot de la série. Ah oui, voilà, mes sources sûres. Jessica Biel, c'est là qu'elle avait été révélée, Jessica Biel. Qui s'appellera 8 à la maison, j'imagine. Ou un truc comme ça. 7-1 plutôt, vu qu'il n'y a pas le père. Oui, en plus, c'est con parce qu'en fait, au départ de la série, ils sont 7, mais en fait, au cours de route, ils font des gosses, donc ils sont plus que 7. Ah oui, mais comme il y en a qui partent, parce qu'ils sont grands. Jessica Biel part. Voilà. Après, elle va tourner les lois d'attraction, donc elle part. Le remake de Massacre à la tronçonneuse. Voilà. Prendre mais la drogue. Il y en a qui. Elle n'est pas sortie avec Justin Timberlake? Si. Toujours. Vous savez tout. Toujours. Mais je crois. Ah oui. Eh ben oui. Ah oui, c'est vrai. Après Britney. Je pense. De quoi est-ce qu'on est en train de parler là? Allez, on s'écarte là. C'est ça que les gens veulent entendre. On s'écarte du sujet. On devrait faire une émission entière de potin. Jessica Biel. Les nouvelles des gens sur 1 heure, quoi. Donc, bref. Nous allons passer à la section critique de cette émission qui n'a strictement rien à voir. Rien à voir. Avec ce dont on vient de parler. Et donc, on écoute tout de suite une petite chanson pour se mettre en jambes. يلا رمالة حري في حفلة رمالة يلا En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Fermin Muguruza avec Yalla Ramallah. On rappelle que Fermin Muguruza, depuis 40 ans, est un des grands chanteurs très engagés, qui était donc le chanteur du groupe basque Cortatu, et puis le Negro Goriak, qui continue son petit bonhomme de chemin pour défendre un petit peu toutes les luttes aux 4 coins du monde. Et donc Yalla Ramallah, c'est tout à fait à propos, puisque donc Ramallah est le siège de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, là où se déroule donc l'action du documentaire No Other Land, réalisé par Bassel Adra, Hamdan Balal, Yuval Abraham et Rachel Zor. Donc le film a gagné l'Oscar du meilleur documentaire aux derniers Oscars, donc il y a 2 mois. Mais le film n'est toujours pas sorti donc sur le territoire états-unien, ni en Israël bien évidemment, et il a été aussi bloqué en Allemagne, si je ne dis pas de bêtises. Et donc c'est une coproduction entre la Palestine et la Norvège qui nous raconte donc une histoire qu'on ne connaît que trop bien, puisqu'on l'entend tous les jours, mais de mine de rien remettre des images avec un point de vue sur tous ces événements, c'est nécessaire, on peut le dire. Et donc ça se déroule sur plusieurs années en fait, donc en Cisjordanie, dans la région de Masafer Yatta, qui sont des terres qui normalement donc où habitent les Palestiniens, mais depuis les années 80, de très nombreux territoires ont été réquisitionnés par les différents gouvernements israéliens, notamment pour en faire des terrains d'exercice militaire, qui est le prétexte qu'utilise donc l'armée israélienne pour donc depuis plus de 40 ans on va dire, essayer d'épurer ce territoire de tous les Palestiniens qui sont là, donc que légalement, mais d'après les propres lois donc, du gouvernement d'Israël, ils n'ont pas le droit d'être là, et donc c'est un harcèlement continu pour les faire quitter ces terres par tous les moyens. Notamment, ça passe par la destruction des logements de manière régulière, par le fait de couper l'eau courante, et parfois par des exactions qui sont commises, si ce n'est par les militaires, par les colons qui sont présents sur place, et qui sont, on en reparlera, encore plus radicaux, puisque ce sont des extrémistes fondamentalistes israéliens. Donc, et tout ça est en fait montré dans le film, et ça nous raconte, pas en parallèle, mais on va dire en même temps, l'amitié naissante justement entre un Palestinien qui filme la vie de sa famille et de ses voisins depuis donc des années, Bassel Adra, et il rencontre un jour sur place un jeune israélien, Yuval Abraham. Une amitié va naître entre les deux, et l'idée aussi donc de faire un film pour raconter un petit peu ce quotidien. Mais même si les deux sont conscients en fait des choses irrévocables qui les séparent, c'est-à-dire que quand Yuval Abraham rentre chez lui, il rentre donc dans son logement
à l'abri en fait de tous les problèmes du monde, alors que Bassel lui reste sur place et il n'est jamais donc justement à l'abri de potentiellement mourir le lendemain et de ne pas revoir son ami. Donc film documentaire dense, très dur, on peut le dire, hein. Clairement c'est pas à voir pour tout le monde, parce qu'effectivement les choses qui sont montrées, comme je le disais, on ne les connaît que trop bien parce qu'on a un déluge d'informations continuelles, pas forcément sur les grandes chaînes, mais en tout cas sur plusieurs réseaux, soit radiophoniques, soit sur internet, en fait, de la violence de l'État d'Israël contre les Palestiniens en Cisjordanie. Mais par le point de vue des cinéastes, en fait, par ce point de vue presque clinique qu'ils ont sur les choses, ça permet de remettre un petit peu à plat tous ces différents événements. Thibaut. Par où commencer Je vous le demande. Ouais, je sais pas trop. C'est un film à la fois révoltant et bouleversant, mais bouleversant, révoltant parce qu'il se passe d'un point de vue politique, mais bouleversant. Donc révoltant, je veux dire, on est sur un point de vue négatif, et bouleversant plus d'un point de vue positif, avec toute l'humanité en fait qui se dégage de cette communauté, et j'inclus du coup Yuval le journaliste dans la communauté. C'est un film qui m'a touché énormément. Il y a des images qui sont absolument qui sont incroyables en même temps parce qu'elles te mettent en colère, et pourtant derrière cette colère il y a toujours de la beauté en fait qui essaye de naître, et ça c'est peut-être la chose la plus belle, parce que comme tu le disais, il y a une espèce de... Le film donc, est tourné sur plusieurs années, donc il y a une espèce de répétition qui se passe. Ça commence en 2019, je crois. Ça commence en 2019, ça termine en 2024. Ouais, donc évidemment, entre les deux, il y a les attentats du 7 octobre qui ne font qu'encore envenimer les choses. Mais en fait, cette répétition de la chose, donc enfin, en gros, on voit des bulldozers détruire des maisons, et encore, si c'était que des maisons, je mets ça entre guillemets, mais des écoles, des poulaillers, des granges, enfin tout ce que vous voulez. En plus des maisons qui sont pour beaucoup des logements de fortune, avec des bouts de parpaing, avec des tôles, ce qui font que les populations sont obligées de se réfugier dans des grottes. Mais cette répétition, en fait, est... Au lieu, en fait, de rendre... Je mets mettre beaucoup de guillemets dans les termes que j'emploie, mais au lieu de rendre le documentaire répétitif, ennuyeux, et du coup qui pourrait perdre un petit peu sa portée symbolique, je trouve qu'elle marche bien parce que justement ça met en lumière, et ça en fait ça explicite littéralement la forme de harcèlement que Tsahal d'épuration ethnique qui est à l'œuvre, que Tsahal met à l'œuvre en fait pour que les Palestiniens en fait dégagent de la terre, pour que les tanks puissent officiellement s'exercer. Donc, mais au final, est-ce que c'est ça que je retiens du film ? Je suis même pas sûr, parce que il y a un tel, bien entendu, il y a une résilience incroyable de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants, et vraiment j'appuie aussi sur le terme de et ces enfants, parce que quand tu détruis une école, quand tu détruis un terrain de jeu, quand tu détruis un poulailler ou un pigeonnier, il y a des enfants qui sont en jeu, et ça c'est absolument... C'est d'une force absolue, mais toute l'équipe en fait de réalisation cherche vraiment à s'attarder sur les moments passés ensemble, sur la possibilité d'un futur. Ça c'est incroyable quand même, la discussion qu'ont les deux protagonistes principaux en se disant est-ce que tu aimerais une famille ? Alors bien entendu il y a des doutes qui s'immiscent dans la discussion. Le futur n'est pas aussi clair et clairvoyant, mais il y a une appétence pour, si ce n'est le long terme, au moins le moyen terme. Et je trouve que cette humanité-là, elle est magnifique. Il y a une appétence pour la poésie, pour pas la nostalgie, mais le rapport entre un père et son fils. Et je trouve que ça, c'est absolument magnifique, parce qu'il faut se rendre compte que, en fait, ce film-là, c'est un film de famille, au final. On parlait la semaine dernière de matériaux documentaires, on parlait de tradition documentaire et qu'est-ce qu'on peut utiliser dans le documentaire. Et on avait parlé du film de famille. Ici, c'est le cas. Au-delà, quand bien même il y a des archives familiales qui sont convoquées dans le métrage, je pense notamment à un trajet en bus exceptionnel,
le film, en fait, ce film-là, sur la destruction de ses habitants, devient finalement, fatalement, un film de famille. Et je trouve que ce grand écart-là est absolument magnifique. Et puis, il y a la mère. La mère, on prend son temps à capter son visage, capter sa tristesse, capter ses paroles, capter son futur. C'est bouleversant. Et au final, je trouve qu'il y a une humanité solaire qui se dégage alors que le futur est sombre. Mais il y a quelque chose de solaire qui se dégage de ce film qui le rend essentiel, je sais pas, important, je sais pas. Mais en tout cas, c'est un must-see de 2025 indubitablement. Ça rappelle en plus un film qu'on avait traité l'année dernière qui s'appelait Sous un soleil bleu de Daniel Mann, qui parlait du tournage donc, de Rambo 3 dans le désert de Negev, donc en Palestine aussi, que les Israéliens avaient occupé pour en faire un terrain d'entraînement militaire, environ à la fois donc, les Palestiniens qui étaient là et les différents peuples bédouins aussi qui traînaient dans le coin, et donc toujours sur cette politique en fait presque de la terre brûlée qui est mise en œuvre. Erwan. Oui, alors il faut peut-être rappeler quand même très rapidement, quand même, parce que c'est vrai que moi je trouve qu'il faut toujours rappeler un peu les trucs historiques, c'est que la Cisjordanie c'est vraiment un truc à part en fait, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait comme la bande de Gaza, parce que la Cisjordanie, il y a des accords en fait qui ont été passés entre les Palestiniens et Israël. Alors, je sais plus si c'est les accords des années 90 ou si, mais je crois que ça date des accords des années 90, mais je peux peut-être me tromper. Camp David c'est un peu plus tôt, je crois encore. C'est encore un peu plus tôt, je crois que c'est dans les années 70. Les années 70. Mais là, je ne vais pas m'avancer parce que ma chronologie n'est pas forcément parfaite. Par contre, le truc, ce que je sais, par contre, c'est que la Cisjordanie, c'est un territoire qui, normalement, est administré par l'autorité palestinienne. Et notamment, donc, dont la capitale est Ramallah. Alors, il faut bien préciser que à Gaza, c'est le Hamas qui dirige la bande de Gaza, et la Cisjordanie, il me semble que c'est pas le Hamas, il me semble que c'est l'autorité palestinienne. C'est le Fatah, l'autorité palestinienne, avec un conflit entre les deux d'ailleurs, une espèce de conflit fratricide entre ces deux factions. Et le Fatah, lui, descend du FLP en fait, c'est-à-dire du parti fondé par Yasser Arafat, donc était plutôt laïque, alors que le Hamas est plutôt religieux. Et en fait, ce que font en fait les colons et ce que fait l'armée en fait, parce que ce que nous on voit, en fait, c'est ça. Alors c'est aussi évidemment l'intérêt du film, c'est d'être vraiment au pied de ce qui se passe. Mais en fait, il faut considérer aussi que tout ça, ça fait partie d'un plan beaucoup plus large et qui n'est pas récent, qui est assez ancien en fait, et qui est à la fois un plan politique et un plan religieux. C'est-à-dire que la droite israélienne, en fait, vit avec une espèce de fantasme qui est le fantasme du Grand Israël. Et le Grand Israël inclut la Cisjordanie. Il inclut d'autres territoires aussi, mais il inclut la Cisjordanie. Et donc, en fait, les colons qu'on voit, qui sont des fanatiques religieux, qui sont des juifs orthodoxes, et on sait que les juifs orthodoxes en Israël, c'est pas des rigolos, et qu'ils ont une tendance à la violence quand même assez marquée, les juifs orthodoxes, en fait, sont persuadés, en fait, de mener une mission mystique, en fait, une mission mystique. Et donc, pour eux, faire disparaître légalement, voire physiquement, les Palestiniens, ce n'est qu'accomplir en fait la voie de Dieu, en fait, le geste de Dieu, quoi. Ce qui n'est pas la majorité des Israéliens. Alors, ce qui n'est pas la majorité des Israéliens. Alors déjà, il faut préciser que chez les Israéliens, vous avez les Juifs israéliens et vous avez des musulmans israéliens. Parce que vous avez aussi tout un tas d'Israéliens qui sont musulmans, qui sont naturalisés, qui sont citoyens israéliens. Et dans les Juifs israéliens, vous avez différentes factions. Et en gros, c'est l'équivalent des catholiques traditionnalistes ou des intégristes, ou des intégristes musulmans, en fait. C'est-à-dire une frange qui n'est pas forcément la majorité, mais qui est une frange qui est hyper active sur le plan politique et qui a des relais au gouvernement. Et Netanyahou en est justement l'émanation. Netanyahou et tous les salopards d'extrême droite qu'il y a autour de lui sont l'émanation de ça. Je pense que c'est important de rappeler ça parce qu'en fait, nous, quand on voit les choses, effectivement, il y a ce côté révoltant. Et en fait, en regardant le film, je me suis dit, ce qui est chiant, en fait, c'est que, vu le sujet, en fait, chacun maintenant a déterminé dans quel camp il appartenait, tu pourras pas faire changer d'avis aux gens. C'est-à-dire que tu montres ce documentaire-là, et moi, franchement, c'est un documentaire, alors moi, je peux pas dire que j'ai complètement découvert ça. Je sais qu'il y a cette politique de grignotage en fait du territoire cisjordanien pour en fait faire grandir le territoire d'Israël de manière complètement illégale. Ça a été condamné par l'ONU, etc. Donc il y a cet aspect-là, mais c'est cette espèce de grand de plan, mais qui est un plan en fait d'une fraction minime en fait de la société israélienne, mais qui est relayé politiquement et qui soutient en fait et qui est soutenu par
l'armée à la fois, aussi. voilà, à la fois ce qui se passe en Cisjordanie, mais qui soutient également ce qui se passe à Gaza dans une version beaucoup plus destructrice et avec une destruction, on va dire, beaucoup plus franche, quoi. Voilà, où on bombarde carrément tout le monde, quoi. Donc il y a cet aspect-là, moi je trouve, qui est très intéressant, c'est que et franchement, je comprends quelque part les soldats israéliens qui n'ont pas du tout envie de se faire filmer, et je les comprends quelque part parce que le truc, c'est que moi je me suis dit, en regardant ça, je me suis dit, ouais, bah les gars, il va pas falloir qu'il y ait des procès, je veux dire, pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité à la haie, les enfants, hein, parce que là, les gars, vous êtes sur les vidéos, quoi. On voit vos visages, on connaît vos noms, donc je veux dire, c'est aussi du témoignage. C'est du témoignage. C'est aussi, je pense que c'est aussi pour ça qu'ils filment. C'est pas tellement pour, voilà, c'est à la fois pour avertir les gens au présent, mais je pense que dans leur tête, même s'ils en parlent pas, il y a l'idée que c'est aussi un témoignage pour le futur, parce qu'en fait, notamment, comment dire, le jeune Palestinien, il passe son temps à se faire courser par l'armée, et il y a quand même des moments dans le film où je me suis demandé est-ce qu'il va survivre jusqu'au bout. Mais quoi, c'est pour ça aussi quand les Serbes à Srebrenica et compagnie, ils avaient pris bien soin d'effacer le maximum de preuves possibles, qu'il n'y ait aucune image, parce que là, qu'ils savaient très bien ce qui allait se passer. Parce que là, ce qu'on voit effectivement, c'est dire, on peut être pour ou contre, machin, un truc chouette, vitule, bon, on peut avoir toutes les orientations politiques qu'on veut, mais au bout d'un moment, ce qu'on voit, c'est quand même quelque chose d'assez universel, c'est-à-dire comment ça fonctionne l'autoritarisme, en fait. Qu'est-ce que c'est que l'autoritarisme et l'arbitraire? C'est-à-dire des gens qui débarquent chez vous, qui disent bah non, c'est comme ça, et vous vous dites bah non, mais attendez, il y a des lois, et ils disent bah non, il n'y a pas de loi pour vous, tant pis, voilà. Et cette brutalité, en fait, c'est la même brutalité. Moi, ça me faisait penser à des documentaires sur l'Irlande du Nord, quoi, tu vois. Oui. Tu vois, tu retrouves cette espèce de truc de vie familiale soudée autour de l'idée que tu risques, cette unité familiale risque de voler en éclats parce qu'il y en a un qui va mourir, un qui va partir en prison. Et donc on retrouve un petit peu cette idée-là. Que dès que tu sors, potentiellement, tu vas mourir. Ouais. Et voilà, et ce sentiment de risque. Et du coup, bah, ça explique aussi la division avec et l'amitié, et le fait que la construction de l'amitié entre les deux personnages principaux du film est pas fastoche, parce qu'effectivement, le journaliste israélien, tout en ayant totalement conscience de ce qui se passe et en étant lui-même témoin et acteur dans les manifestations, il peut rien. En fait, je veux dire, il arrête pas de se lamenter en fait que ça fait pas assez de vues. Et ils sont confrontés tous les deux au désintérêt total de la population, du monde. Avec une séquence, moi je trouve qui est assez cruelle, qui est la séquence avec Tony Blair. Oui. Où il passe par là. Voilà, Tony Blair passe 7 minutes dans une rue, pouf pouf, paf paf, il n'y a plus de destruction du jour au lendemain, quoi. Voilà, parce qu'on sent que quelqu'un a tiré des manettes quelque part, quoi. Et puis voilà, quoi. Et en fait, il suffit de ça, parce que quelqu'un de mondialement connu est passé dans le coin, on a filmé, on a montré comment ça se passait, donc. Mais dès que ça intéresse plus personne, et justement dans une société du flux informationnel, eh ben malheureusement, les images qu'on voit nous cristallisées dans un film, eh ben qu'est-ce qu'on aurait dit de ces images-là si elles avaient été répandues dans le flux informationnel? On les aurait même pas vues, en fait, ces images. On aurait vu 30 secondes, tu vois, dans une short story sur YouTube, quoi. Mais tu vois, alors que là, je trouve que c'est aussi la qualité du film, je trouve, c'est le fait que de recentrer un petit peu le flux. Et de ressentir le passage du temps et de nous montrer combien de temps ça dure, comment ça évolue, ce côté justement répétitif et ce côté vraiment de harcèlement, de piqûre de moustiques permanente. Enfin voilà, ça dit aussi des choses sur justement les techniques autoritaires, sur comment est-ce qu'on fait pour pousser des gens, faire partir des gens, pour créer des situations où on va attendre, on va faire que eux deviennent violents, en fait, que deviennent violents. On attend que ça, voilà, on essaye de les pousser à la faute. Voilà, donc je trouve qu'il y a quelque chose à la fois de très particulier, parce qu'évidemment c'est sur une situation qui est très actuelle, très contemporaine, et qui est vraiment voilà ce conflit entre Israël et la Palestine, et les Palestiniens plutôt que la Palestine, les Palestiniens. Et en même temps, il y a quelque chose de très universel, moi je trouve, parce que ça renvoie d'une part à plein de mécanismes diverses de violence, et de mécanismes de mécanismes de résistance à cette violence. Et je trouve qu'il y a une figure intéressante, c'est la figure du père, dont on sait pas trop, dont on comprend qu'il a été un ancien activiste. Alors on sait pas trop ce que ça veut dire. OLP. Probablement OLP, il vit en Cisjordanie. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il est plutôt du côté OLP. Mais c'est pas très clair. Et on sait pas, il est allé en prison, mais on sait pas exactement pourquoi. Bon, il est quand même relativement jeune. Il a l'air d'être sorti de prison relativement jeune. Donc, on peut imaginer que c'est plutôt pour du militantisme politique, quoi. Pas forcement des actes de l'action armée. Genre, c'est toujours difficile à savoir. La propagande par le fait, comme on dit. Voilà. Mais de toute façon, ça changerait pas grand-chose, parce que voilà, c'est pas le sujet en fait du film. Non. Le sujet du film, c'est ces bulldozers qui arrivent et qui pètent tout, qui s'en vont, quoi. Je veux dire, parce qu'avec ce côté, en plus, il y a vraiment un côté connard, quoi, dans la manière dont ils font les trucs. Tu vois, ils regardent
pas les gens, et tu vois bien les soldats. Et là, moi, j'ai senti à certains moments. Tu peux pas regarder les gens quand mais tu ouais, fais tu ça. vois là, ils arrivent pas à regarder les gens, ils arrivent pas à répondre aux gens. Tout ce qu'ils arrivent à dire, c'est reculer, 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 parce que les soldats, c'est des gens de 20 ans. Enfin, c'est pas possible qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Donc, soit ils sont effectivement d'accord, soit ils obéissent aux ordres sans être d'accord, et auquel cas ils sont faibles, quoi. Mais dans les deux cas, ils sont complices. Et ça, c'est assez terrible de voir justement cette complicité à l'œuvre, parce qu'en fait, il suffirait en fait que ces soldats disent merde. Et ça s'arrêterait tout de suite. Il suffirait que les ouvriers disent merde et ça s'arrêterait, quoi. Oui, donc, mais il y aurait les colons derrière qui redébouleraient et qui, eux, mènent des actions qui eux d'une autre violence. Tirent dans le tas. Mais voilà. Qui se comportent comme des Afrikaners en Afrique du Sud. On retrouve là aussi et qui se comportent comme les Français, les Anglais, les Allemands, les Italiens se sont comportés dans les différentes colonies. Voilà. C'est tout l'enjeu de la dernière séquence, en fait, parce que le film, c'est 1h32 même, il me semble. Donc on l'a dit, il y a un mécanisme de répétition, on s'accroche, on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe, et puis le film termine. De manière très abrupte, il y a quelques cartons, et puis il y a cette dernière séquence. Et je trouve que cette dernière séquence, justement, elle est... Voilà, c'est pour rebondir sur ce que tu dis, et je pense que c'est l'enjeu, en fait, de cette dernière séquence, de dire... Bon, il y a des trucs qui se passent, mais derrière, il y a le côté universel et tout, mais derrière, il y a le colonialisme. Est-ce que c'est vraiment le colonialisme mais il y a un contre-exemple qui est cette rencontre entre ces deux personnages où on sent que l'amitié et le rapport à l'autre est pas simple parce qu'ils sont encombrés tous les deux par la situation dans laquelle il se trouvait, le conflit qui agite, par le contexte général. Mais par exemple, moi je trouve que assez symbolique quand même que le film se termine par des successions de plans sur des portes ouvertes qui donnent sur le ciel. Voilà, parce que pour moi ça dit quand même qu'il y a une forme malgré tout d'espoir, et c'est là que on se dit comment est-ce qu'ils arrivent à racler le petit fond d'espoir qui reste bien au fond de la cuve. C'est la résilience. C'est vraiment... Mais il y a une espèce d'espoir quand même, quoi, de l'idée que de potentialité. Ils sont eux-mêmes malgré que ça soit pas facile, et il y a des moments où c'est pas simple avec les habitants du village, où le journaliste israélien il est un peu acculé, il sait plus trop où se mettre, il a pas grand chose à dire, mais parce qu'il y a probablement pas grand chose à dire de toute façon, et qu'il est lui aussi est victime d'une certaine forme d'impuissance, et avec le sentiment d'être privilégié, de pouvoir retourner de chez lui, de pouvoir conduire un logement, de cette espèce de différenciation entre les deux, voilà. Mais je trouve que voilà, c'est un film qui est beau aussi pour ça, parce que c'est un film qui se cache pas derrière son petit doigt au niveau de ce que c'est en vrai, quoi. C'est-à-dire au jour le jour ce que c'est que la colonisation. Et on le voit sous nos yeux, et en même temps la possibilité d'un dialogue, la possibilité d'un dialogue et la possibilité que des gens qui sont issus de ces deux peuples et qui partagent en plus, c'est ça qui est dingue, quoi, qui culturellement, si on accepte la religion culturellement, partagent tout en commun, ils mangent les mêmes choses, vivent dans les mêmes paysages, c'est complètement aberrant, c'est pareil, quand ils réfléchissent 5 minutes, c'est aberrant, d'un point de vue culturel, il n'y a pas beaucoup de différences, c'est comme si les Suédois et les Norvégiens se faisaient la guerre depuis 150 ans, quoi. Donc voilà, ce qui a eu lieu d'ailleurs, ce qui a été le cas, donc comme quoi. Ou les Wallons et les Flamands. Voilà, non mais voilà, bref. Donc voilà, donc c'est un peu désespérant, et en même temps, il y a quand même ces deux hommes et les familles autour, justement, et de la poésie, parce que le film et des très beaux couchers de soleil, et cette terre qui est très belle, parce qu'il y a une vraie poésie, il y a une utilisation de la musique ultra minimaliste, et quand elle est utilisée, c'est une espèce de de post-rock sigurosien, nappe. Moi ça me touche, c'est une musique qui me touche énormément, mais sur des séquences qui sont à chaque fois belles, qui montrent cette vitalité. Et je trouve que l'utilisation de la musique... Et qui évite le pathos. Alors, carrément, elle évite le pathos. Parce que ça reste quand même de la musique mélancolique, mais ça enclenche quand même un désir d'humanité. Alors, ce sont en plus des images qui sont soit en mode flashback par rapport à ce que je disais, par rapport aux matériaux convoqués. Là, par exemple, la séquence de bus qui est incroyable. Soit il y a des séquences, un petit montage d'actualité, soit c'est des séquences, on va dire, contemporaines. Mais voilà, il arrive à mélanger le truc. Ça donne un autre rythme aussi au montage. Ça casse un peu la répétition. Ça ajoute en fait une nouvelle répétition. Et puis, je trouve que du coup, ça s'emboîte plutôt bien. Et puis, alors, moi, ce que je trouve aussi assez intelligent, c'est qu'il y a une autre thématique quand même dans ce film-là, qui est la question du journalisme.
Pour finir, reste 2 minutes. Voilà, donc de cette idée d'enregistrer des images, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à les diffuser dans le temps présent pour résoudre une situation urgente. Et je trouve que c'est assez intéressant, moi je trouve, la manière dont par exemple, il y a une scène où on voit des gens d'une association humanitaire qui viennent filmer, et là on sent une forme de voyeurisme. On se sent un peu gêné par cette scène-là, c'est-à-dire que les mecs sont pleins de bonnes intentions, mais là aussi c'est des gens qui arrivent, qui filment, qui repartent, et dont l'action n'a strictement aucun impact. Pourtant, il y a de l'empathie chez certains caméramans, notamment. Et justement, c'est là en plus les dernières sur le photojournalisme, sur le reportage. Et c'est là qu'on voit la contradiction, justement, et ce que ressent probablement le journaliste israélien, c'est-à-dire cette contradiction entre l'empathie qu'il peut avoir pour ces gens et sa capacité, lui, à agir concrètement pour améliorer ou pour les aider et les soutenir dans leur cause, quoi. Et voilà, et je trouve que ça pose pas mal de questions, tu vois, en loose day, un petit peu par la bande, ça pose quand même pas mal de questions, justement, sur nous aussi, notre rapport. C'est-à-dire qu'il faut que les Occidentaux soient avertis de quelque chose qui se passe pour que quelque chose change. Et qu'est-ce qui se passe quand les Occidentaux n'en ont rien à foutre, en fait, de ce qui se passe, regarde le Soudan, non mais voilà, et le Congo, enfin la RDC, voilà, donc et je trouve que derrière ça pose aussi d'autres questions qui sont liées justement à la colonisation, mais plutôt au monde post-colonial, quoi, et au rapport entre l'Occident et ce qu'on appelle à tort, à mon avis, le tiers-monde. Comme disait Ponce Pilate, on s'en lave les mains. Ah bah là, pour le coup, c'est assez évident, quoi. Et où justement l'autoritarisme repose sur l'ignorance aussi, repose sur le fait que ça va pas, personne va gueuler, personne va voir les images, donc on peut continuer, et voilà, et on peut même tuer des gens sans que ça pose aucun problème, quoi. Donc No Other Land de Bassel Adra, Hamdan Balal, Yuval Abraham et Rachel Zor. On va passer à un tout autre style et on va se diriger vers La Résidence. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était Valdo de los Rios avec La Residencia, donc main theme de La Residencia. El tema principal de La Residencia. Donc de La Résidence, film réalisé en 1969 par Narcisco Ibáñez Serrador et qui ressort en DVD et Blu-ray chez Sidonis Calista. Et donc Narcisco Ibáñez Serrador, qui est un réalisateur uruguayen, qui a fait une grande majorité de sa carrière en Espagne à la télévision et qui n'a réalisé que 2 films pour le cinéma, donc Cette Résidence en 1969 et Les Révoltés de l'an 2000 en 1976. Autre film de ouf malade. Ah oui. Et donc 1969, donc le film est tourné sur les dernières années du régime franquiste, avant que l'autre bâtard ne casse sa pipe en 1975. Tourné aussi donc en Espagne, mais tourné en langue anglaise et en langue espagnole, mais on va dire la version internationale et la langue anglaise, parce que tout le monde s'est repost-synchronisé. C'était la mode à l'époque. Sachant que ça se passe en France. Hein. Oui, ça se passe du côté d'Avignon. Exactement, c'est ça. Mais bon, c'était la mode à l'époque. Avignon en Galice. Oui, c'est ça, Avignon en Galice. Et donc, de quoi que ça nous cause ? Eh bien, écoutez, en faisant le pitch, on peut dire c'est une histoire finalement assez simple, assez classique. C'est assez simple au départ. Parce que ça a été énormément repris en fait par la suite. Donc, c'est un Woman in Prison, voilà, c'est exactement un WIP, donc d'une jeune fille qui est envoyée dans une maison, un pensionnat. Oui, un pensionnat de jeune fille. J'allais dire une maison de tolérance, mais non. C'est pas la même chose. C'est sa maman qui est passée dans une maison de tolérance. C'est ça. Et donc, évidemment, cette maison est tenue par une marâtre inflexible qui tient toutes ces jeunes filles à la baguette pour leur inculquer les bonnes manières, sauf que diverses disparitions ont lieu au cours du film. Des jeunes filles disparaissent, voire certaines apparemment disparaissent salement, butées. Et donc là va se mettre une petite enquête en cours de route. Donc ça a pur genre du gothique et de l'épouvante ibérique, comme on dit, et qui a largement influé sur le cinéma d'épouvante, notamment
Rital des années 70, que ce soit les films... Un faux air de Suspiria dans ce film, quand même, Argento, à certains moments. Antonio Margheriti, mais qui lui-même est quand même inspiré aussi du cinéma de Mario Bava, par exemple. On retrouve pas mal de thématiques et surtout presque le thème visuel dans ce film-là, qui est donc un film espagnol, mais qui serait un genre de proto-giallo, mais qui aurait aussi un peu influencé des films comme Carrie, par exemple, sur la vision un petit peu des jeunes filles, donc et compagnie. Film très étonnant, qui a une influence, mine de rien, en termes stylistiques, je pense, vraiment forte sur ses contemporains. Sur les Espagnols, notamment. Oui. Amenabar, les autres d'Amenabar à mort, quoi. Paco Plaza, mais c'est Paco Plaza, Amenabar. Plaza. Donc, il y avait comme une époque, une certaine tendance du fantastique espagnol qui était vraiment présente, où il y avait à la fois tout un jeu pour déjouer la censure donc franquiste, que ce soit les films de Paul Naschy, les films de Jess Franco par exemple. Il y avait une vraie vague en fait qui a influé sur le reste du cinéma européen. Thibaut. Oui. En fait, il faut savoir que Serrador, c'est Paco Plaza lui-même qui le dit, je le cite, il considère le réalisateur comme l'espèce d'Alfred Hitchcock espagnol, parce que au-delà de ces deux réalisations cinématographiques, il a beaucoup œuvré pour la télé, il a présenté des émissions, enfin des anthologies, des anthologies, voilà. Alors il a présenté, ça s'appelait Misteros Favoritos, dans les années 80, les années 90, où là il présentait ses films d'horreur préférés. Alors ça partait dans tous les sens, hein, et il a aussi initié des anthologies, Historias para no dormir. Notamment, ça a duré de 66 à 82, donc c'est sur un laps de temps plutôt grand. Et il présentait les films. Et avec un reboot dans les années 2000, dans les années 2010, sur lesquels il y avait Alex de la Iglesia, Romé Balaguerro, donc Paco c'est vraiment Plaza, un homme de télé. Toute la nouvelle vague espagnole. Voilà. En fait, en gros, tu as toute la nouvelle vague du cinéma espagnol, les Bayona, les Paco Plaza, les Balaguerro. Nacho Cerda, qu'on oublie, mais Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, parce qu'il y a des côtés Chine du diable aussi à fond dans celui-là, quoi. Enfin, donc en fait, comme ce sont des films du dimanche soir, en fait, ils se sont nourris à tout ça pour ensuite faire cette nouvelle vague du cinéma espagnol qu'on a tous apprécié. Et c'est vrai que voilà, Serrador, c'est deux films, mais c'est deux films ultra cultes. Je reparlerai des Révoltés de l'an 2000 parce que c'est mon coup de cœur plus tard. Mais c'est vrai que cette résidence-là est hyper intéressante parce que tu sais que tu es en territoire ultra balisé, surtout quand tu le regardes maintenant, parce que comme je disais, Women in Prison à mort, Gothique à mort, et pourtant c'est pas un film fantastique parce qu'en fait toutes les explications dont sont données, rationnelles. Voilà, il y a des séquences. C'est plutôt une sorte de thriller psychologique. Voilà, finalement, parce qu'il y a des séquences voire psychiatrique. Il y a des références. Thriller. C'est ça. Parce que même, il y a des séquences horrifiques, mais on est plus dans des séquences comment on pourrait dire, psychosiennes. Je pense à un meurtre, en fait. Voilà, il y a vraiment une suspension du temps. Il y a un côté Hammer aussi, en fait, dans la photo, dans les films, dans la progression, dans l'univers. Film qui navigue, en fait. Ça navigue, en fait, entre les genres. Film d'épouvante, on pourrait appeler ça un film d'épouvante. Moi, je trouve que c'est parce que j'ai une séquence un petit peu la nuit. Je trouve que c'est pas mal influencé par Bava, quand même, au niveau visuel. Il y a un petit côté Opération Peur, tu vois, dans celui-là, avec le truc où, au bout d'un moment, ça commence à partir un peu en sucette au niveau narratif. Ça départ. En fait, comme dans tous les giallo, au bout d'un moment, c'est mais ça fait penser un petit peu justement au gothique italien, c'est-à-dire ce truc de reprendre vraiment des tropes de gothique anglais. C'est-à-dire que tu mets le spectateur dans un endroit où il est relativement rassuré, il sait à peu près comment ça va se passer, et au bout d'un moment tu fais un petit pas de côté. Et moi je trouve qu'il y avait ça dans Opération Peur. Il y avait chez Bava, il y a un peu ce côté ludique en fait avec le gothique qu'on retrouve là complètement, puisque dans la dernière partie du film en fait il y a des en fait les personnages, les protagonistes changent en fait au fur et à mesure qu'ils disparaissent. C'est-à-dire qu'on croit qu'on a un protagoniste puis il meurt, et puis du coup on en a un autre. Puis il meurt. Les persos principaux finalement sont les persos secondaires. Enfin a priori. Et les méchants deviennent gentils. C'est vrai qu'en fait pas forcément des gentils, pas des gentils. Non mais ils deviennent des victimes. Il y a un rapport. En fait, les bourreaux deviennent victimes. En fait. Le spectre de la domination ne fait que changer dans ce film-là. Donc ça c'est hyper intéressant parce que autant il y a la domination évidente en fait de la matrone, en fait, de la directrice. Lily Palmer. Enfin, incarné par Lily Palmer. Du centre, mais il y a une histoire avec son fils, il y a l'histoire avec toutes ces jeunes filles, mais à l'intérieur du gang des jeunes filles, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie qui se met en place avec des costumes proto-fachos. De la pionne en chef. Voilà, qui fonctionne hyper bien. Avec une scène d'humiliation de la pionne en chef, là, où elle force l'héroïne à dire que sa mère est une prostituée et à chanter une chanson de cabaret. Elle est dure cette scène. Et en même temps, du coup, la matrone après se fait dominer par la. Enfin voilà, tout ça change. Du coup, c'est vrai qu'il y a un côté ultra ludique.
Mais c'est hyper pervers leur relation. Mais par contre, ça a l'air très sain comme environnement. Hyper quand même. pervers, ouais. Par contre, c'est vrai que c'est hyper pervers, mais je trouve que en termes de domination politique sur ce qu'est, tu parlais d'autoritarisme, de gratuité pour le film précédent. Ici, je trouve que ça fonctionne également. Et je trouve que, alors, il y a une dimension psychanalytique sur la frustration sexuelle, voire oui, sur, au final, avec des trucs qui n'ont pas forcément super bien vieilli, comme notamment le fait que c'est quasiment toutes des lesbiennes frustrées, quand même, hein, et qu'il y a cette espèce de truc qu'on a vu beaucoup au cinéma, notamment dans les Women in Prison, l'idée de la matonne, la matonne sadique, qui est aussi gay, enfin, mais, et où c'est, mais c'est le côté, c'est pas ce qu'il y a de plus progressiste, on va dire, dans le film. L'exploitation, de toute façon. C'est le côté, le côté psychanalytique, le côté exploitation. Mais il y a le côté politique, le côté de la domination politique. C'est intéressant. Moi, c'est ça que c'est là où ça m'intéresse. Et moi, je trouve que vraiment, c'est là aussi où c'est intéressant, là où il échappe justement à finalement ce qui sont aussi des clichés de ce type de film, c'est justement cette prise de liberté avec la narration qui fait qu'en fait, celle qui nous a été présentée comme la méchante, la méchante sadique, la matonne sadique pendant tout le film, finit par devenir en fait l'objet de notre empathie. Et ça, je trouve ça assez intéressant comment il nous fait basculer d'un personnage à un autre, où les personnages de méchants, je veux dire, ça peut quand ça se retourne contre eux, en fait, on n'est pas content que ça se retourne contre eux. On en vient à avoir peur avec eux, en fait, ou en tout cas à craindre pour eux aussi, parce que finalement, on les avoir de l'empathie. Ouais, parce que malgré leur méchanceté, on les trouvait assez cool comme personnages, et on a envie qu'on, voilà, pas envie qu'ils. De Irène incarnée par Marie Maud, qui joue donc la pionne. Après méchante. La méchante pionne, voilà, qui est super, hein, avec ses deux sbires, elle a deux sbires là qui sont super, une blonde et une petite brune là qui sont parfaites. Après, il y a un truc qui est hyper intéressant, je trouve, par rapport à la question politique. Alors, bien entendu, il y a ce rapport il y a le rapport de la domination, mais c'est en fait comment il filme tout ça. Il y a bien entendu le côté ludique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'introduction du film, du moins le générique, en gros, c'est une calèche qui arrive, qui ouvre le portail, qui arrive, qui ressort. C'est un endroit ultra fermé, on voit pas la lumière du jour. Quasi pas la lumière du jour, et la caméra est sans cesse en mouvement, et on a régulièrement le point de vue et on a régulièrement le point de vue de la matrone, c'est-à-dire que en fait la caméra va se mettre dans son axe. La scène des douches, la scène du bureau, au final, la scène du repas également, et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça montre une certaine vitalité du fascisme qui est en train de mourir en Espagne, mais en fait comment la figure en chef est en train de mourir. La figure en chef est en train de mourir, mais voilà comment en fait le fascisme s'était installé dans cette résidence. La métaphore est à peine voilée pour ce qui se passe. C'est toujours intéressant de voir comment est-ce que les films espagnols de l'époque parle en fait du franquisme, mais sans en parler, par la bande. Serrador, et après son film suivant, Les Révoltés de l'an 2000, le démontrera encore plus. Ce sont des grands films politiques derrière ce côté exploit. Ce côté série B, ce côté bisseux, voilà. Il y a vraiment, c'est des films qui sont très conscients de leur temps, et je trouve que c'est fait avec. C'est plus politisé que les films de Russ Meyer. Hein. Non, mais c'est fait avec un savoir-faire, un artisanat. La photo est très jolie. Sans jamais tomber justement dans l'Helvétie d'horreur. Oui. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que ça reste du vrai genre en fait, qui va jusqu'au bout de sa logique de genre en fait, avec ce que ça peut comporter justement de clichés, de tropes qui vont être repris, De toute façon, on regarde pas vraiment ça pour être surpris en termes narratifs. De toute façon, 69, la résistance, enfin, c'est-à-dire la résidence par rapport au gothique au cinéma ou à l'ambiance gothique au cinéma, on est vraiment en fin de course, 69. 69, il y a quasiment plus personne qui fait du gothique. Donc la Hammer, c'est quasiment terminé. Donc c'est déjà du film méta en fait, comme la Hammer commençait déjà à faire des films méta. Tu regardes Dr Jekyll et Sister Hyde par exemple, qui sont beaucoup plus politiques que ou même ceux les Dracula un peu psychés de la fin des années 60, qui cherchent à choper quelque chose de l'esprit du temps, qui cherchent à choper quelque chose de l'esprit du temps en fait, quoi. De courir en fait pour essayer de pas être ringard, mais c'est comme ça qu'on devient ringard. Bah oui, et qui se lance dans des derniers feux comme ça. Et là, c'est pas le cas. Là, on est encore dans spin-off avec la Shaw Brothers. Ouais, là, on est encore dans le cas où justement, c'est encore du gothique sérieux. C'est très sérieux. C'est pas, ça tombe pas dans la parodie. Mais par contre, il y a ce côté ludique de Bava, moi je trouve, qui est repris et on sent qu'il s'amuse bien justement avec les décors, Et alors, il faut pas se laisser arrêter. Il faut préciser aux spectateurs que la version qui est actuellement disponible, le générique d'ouverture est assez surprenant en termes de montage.
sans que moi j'arrive à savoir si c'est parce que en fait c'est les seules images qui restent et en fait il manque des bouts de pellicule ou est-ce que ça a été voulu par Serrador. Là il faudrait chercher un peu plus. De la même manière, il y a un élément dans le film moi qui m'a vachement étonné, c'est qu'à un moment donné l'héroïne, la jeune héroïne, la nouvelle pensionnaire se lie d'amitié avec le jeune garçon qu'elle libère coincé des douches, et ça c'est marrant, c'est une scène qu'on voit pas et on voit pas du tout le début de leur amitié, et donc je me suis dit, est-ce que ça aussi c'est un choix de montage volontaire ou est-ce que c'est simplement qu'il y a une bobine en fait quelque part qui a disparu et qu'on peut pas voilà. Et alors c'est bizarre parce que à la fois dans ces moments-là on se dit tiens c'est marrant, ça colle pas, c'est pas logique, et en même temps le film tient la route à peu près tout seul, donc c'est assez perturbant. Ça peut être un petit peu perturbant si on n'est pas un bisseux affirmé, mais il faut pas se l'arrêter sur cette première scène. Faut continuer jusqu'à la dernière scène, parce qu'autant la dernière scène elle est ultra archétypale dans l'absolu, c'est des choses qu'on a déjà sans trop divulgacher, mais bon il y a une histoire de un docteur Frankenstein qui traîne dans le quartier, mais surtout les dernières images. Avec le triple, avec un truc très Hitchcockien de triple freeze frame là, de freeze frame en raccord dans l'axe. Hyper flippant et qui dénote finalement qui dénote un petit peu, parce qu'il y avait eu un effet vraiment très marqué, moi je trouve, c'était un des meurtres là que je trouve très le meurtre dans la serre là, avec les surimpressions là, il est super ce meurtre là, voilà celui-là je trouve très psychose, très Hitchcock, mais là ce côté je trouve que ça fait très horrifique, très rentre dedans, alors que c'est un film qui est plutôt élégant, qui laisse un petit peu divaguer, il y a pas un côté un peu brumeux, très Bava encore, hein. Très brumeux, Bava était capable de ça, tu vois, d'avoir une espèce d'image brutale et ce final, truc beaucoup plus ultra percutant, soigné. Le final est ultra percutant, du coup je trouve que ça redonne encore. Puis ça reste pas rêvé, hein. Ça, la résolution c'est 5 minutes maximum, au revoir messieurs d'avocats. Générique sorti, allez, il est temps d'y aller messieurs quoi. Mais ça donne un coup de punch à la toute fin qui fait que le film direct fait pas comme un espèce de haut le cœur, tu fais ah ouais quand même. Donc il y a du giallo, il y a du gothique, il y a du giallo, il y a du Women in Prison. Il y a du Women in Prison. Enfin, c'est une espèce de truc au croisement. Mais c'est vraiment, par contre, moi j'ai vraiment ressenti le côté séminal presque du film, c'est-à-dire de dire ouais, ok, je vois. Pourquoi je voyais Guillermo del Toro, Amenábar, plein de monde, Paco Plaza, je me disais ouais, ok, je vois comment ça a pu irriguer toute cette génération-là. Donc la résidence de Narcisco Ibáñez Serrador qui vient de ressortir en DVD et Blu-ray chez Sidonis Calista. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur carrément florés. Moi, pour continuer avec Serrador, je vous invite, après avoir regardé La Résidence, à regarder son film suivant, Les Révoltés de l'an 2000. Film antithèse de La Résidence dans le sens où c'est un film solaire, vraiment tourné en plein jour, mais pur objet horrifique. La fin de l'innocence, bien entendu, et une ambiguïté morale rarement vue au Cinoche. C'est Fabrice Duvels qui en parle énormément et qui en parle vraiment très bien. Je vous invite, voilà, ça en termes de... essayé de faire une sorte de faux remake avec Vignan notamment. Ouais. Donc double programme absolument délicieux, mais peut-être à ne pas mettre devant tous les yeux. Que le titre original des Révoltés de l'an 2000, c'est Qui veut tuer un enfant? Quien se puede matar a un niño. Donc merci Thibaut, docteur. Moi ce sera beaucoup plus léger, puisque ça sera The Rocketeer. Yeah. De Joe Johnston, film de 91 si je ne me trompe pas. Voilà, film de... ce que devraient être les films de super-héros. Qui est basé sur un comics des années 80. Et ce que devraient toujours être les films de super-héros, c'est-à-dire des films qui savent conserver un petit peu de fun quand même dans leur écriture et dans leur... et avec des personnages intelligents, ce qui fait toujours du bien, et un Timothy Dalton en clone d'Errol Flynn qui est absolument génial, et où les scènes sont tournées dans cette fameuse maison aztèque de Blade Runner, dans laquelle aurait été tourné Blade Runner également. Voilà, donc, exactement. Un film très très rigolo à regarder, et avec plein de second rôles cool. Voilà, c'est pur ganache. Voilà, très bon film de dimanche soir là pour le coup. Exactement, je suis bien d'accord. Merci. Alors moi, sinon pas du tout dimanche soir, c'est Un homme à genoux de Damiani avec Cuneo Gemma, film un peu de la queue de comète du polar italien, où donc Damiani n'a plus aucune illusion et plus aucun espoir quant à la destinée de son pays, donc et comment est-ce que la mafia a vraiment irrigué tous les systèmes de la société en Italie et puis en Sicile.
l'inexorable est là et les moindres petites gens sont forcément pris dans un engrenage de merde et ça ne peut que mal se terminer. C'est absolument merveilleux, prodigieux. Mais Damiani, c'est vraiment... Ça fout pas une patate d'enfer, mais par contre... Mais je pense que c'est vraiment un cinéaste à redécouvrir, Damiani, notamment ses polars. Hein, très grand cinéaste, Damiano Damiani. Qui a été un petit peu oublié, mais qui est une sorte de... qui est pas aussi flamboyant qu'un Solima, mais qui, je trouve, a fait des trucs très intéressants. Et un hommage à nous est ressorti chez Artus Film en Blu-ray à l'automne dernier. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, messieurs. Merci Margot à la mise en son de cette émission. Prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut.